2 minutes, 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes. 25 années durant, j'ai assisté à ce découpage du temps restant. Les secondes s'égrènent et je plonge de plus en plus en moi-même. Je connais chaque recoin, chaque nuance, chaque détail de ces 2 minutes qui me sont décomptés invariablement. Je les ai entendus défiler à chaque coin du globe, dans la rade de Villefranche-sur-Mer, ma baignoire, mon sanctuaire, en Grèce, dans la baie de Kalamata et ses eaux calmes comme un lac endormi, au large de l'île de la Réunion et son bleu intense, en suspension au-dessus du Dean's Blue Hole, aux Bahamas, ballotté par les eaux capricieuses dans l'archipel d'Okinawa, au Japon, aveuglé par les rayons jamais entravés d'un soleil omniprésent sur les bords de la mer Rouge. Je suis suspendu à la frontière de deux univers, entre air et eau, entre ciel et mer. Je fais face, le regard vide, à l'immensité d'un cosmos sans fin. Je tourne le dos aux profondeurs qui m'attendent, non par défiance, surtout pas par peur, encore moins par provocation. Je me laisse porter, allongé sur le matelas d'eau qui m'offre tant de confort et de relâchement. Je m'accorde un moment de répit avant le grand voyage. Tout simplement. Ce compte à rebours, c'est comme la sonnerie des cours de récréation, qui marque la fin du chaos et la mise en ordre d'un petit monde. Mes pensées vagabondes se pressent et se mettent en rang dans mes deux hémisphères. Je ne suis plus debout sur terre, je ne flotte plus sur la mer. Plus de Méditerranée, d'océan Indien, d'Atlantique, de Pacifique ou de mer Rouge. Ma géographie change d'échelle et me voilà à l'intérieur des frontières de mon propre corps. 20 secondes. Les molécules d'air s'entrechoquent, le diaphragme pousse les viscères vers l'extérieur et gonfle mon ventre. Les côtes s'écartent, la cage thoracique se déploie, le flux ininterrompu dilate chaque alvéole. C'est ma dernière inspiration avant l'immersion. 10 secondes. Les muscles inspiratoires ont fini de remplir mes poumons de leur carburant. La manœuvre de la carpe, du nom du poisson que je semble imiter avec de curieux mouvements de la bouche, me permet de comprimer de l'air supplémentaire dont je disposerai, bien heureux, un peu plus bas. Top officiel, l'heure du départ. Un mouvement de bascule et me voilà happé par les flots. Tous mes sens sont chamboulés. Le son s'assourdit, la vue s'obscurcit, le goût et l'odorat sont mis en sommeil, alors que l'eau glisse délicatement sur l'épiderme. Le monde des humains est juste au-dessus, mais je m'en vais retrouver les eaux sombres. Le cœur ralentit et mon corps tout entier entre en hibernation pour économiser le précieux oxygène dont je ne pourrai m'abreuver avant le retour en surface. C'est le réflexe d'immersion. Cette adaptation s'est développée chez nos cousins éloignés, les mammifères aquatiques, au point de pouvoir pour certains rester en apnée près d'une heure. Les dizaines de millions d'années que nos ancêtres ont consacrées à développer leur agilité sur Terre ont enfoui toujours plus profondément cette capacité, devenue inutile. Mais il suffit que l'eau caresse les aspérités du visage pour stimuler des capteurs sensibles au froid, sonnant l'alerte pour le cerveau qui, via le nerf vague, ralentit le métabolisme. Chaque humain, des îles Andaman au désert saoudien, des steppes de Mongolie aux plateaux montagneux éthiopiens, peut tirer du sommeil son cétacé assoupi. Le mien est en verve, rompu à l'exercice, et déjà, alors que les muscles tendus qui me précipitent loin de la surface devraient activer la circulation sanguine pour une livraison urgente d'oxygène, mon cœur ralentit sa cadence. Je m'enfonce dans le bleu, gorgé de ma confiance en la physiologie. 10 mètres. Le dos de la main droite repose dans la paume de la main gauche. Le pouce assure la cohésion. Les coudes sont verrouillés et permettent aux biceps de se caler à l'arrière du crâne. Les épaules sont engagées pour diminuer la surface de pénétration. Mes bras sont tendus en une flèche pointée vers le fond. Ils m'autorisent un appui stable sur la masse d'eau. Le buste est le châssis qui assure l'équilibre de l'édifice et le point d'ancrage de l'ondulation. Abdominaux, lombaires, fessiers, quadriceps, ischio-jambiers, psoas iliaque, gastrocnémiens, tibiaux, jambiers et autres muscles posturaux participent en une succession de contractions et de relâchements à l'exécution d'un mouvement symétrique.
Mon corps se met à l'unisson dans une recherche du mouvement juste et harmonieux. La trajectoire est une sinusoïde dont j'ai aplani les courbes, si bien que le volume du cylindre imaginaire dans lequel j'évolue s'est considérablement réduit avec la pratique. Je ne suis plus ce tétard qui se dandine mollement autour d'un fil tendu. Chaque contraction des muscles est transmise à ma palme qui ploie sous la résistance de l'eau avant de me rendre en échange une accélération. Les lèvres, les joues, les paupières gondolent comme sur les visages enjoués des enfants, fenêtres ouvertes et nez au vent sur les routes des vacances. Les oreilles emmitouflées sous la cagoule de ma combinaison perçoivent toutes les variations de la vitesse comme une succession de bourrasques sourdes. C'est le souffle de la mer qui chante une symphonie dont je donne la mesure. 30 mètres. Chaque ondulation m'éloigne de l'emprise de la surface, et les mètres gagnés sont autant d'hectopascales qui s'accumulent sur mon corps. La pression augmente et le volume d'air contenu dans les poumons et la sphère ORL diminue. Une loi incontournable du monde de la plongée. Je deviens plus dense. L'effort s'amoindrit jusqu'au point de bascule. Je suis au bord du précipice et entraîné dans mon élan, aidé par les mains et les bras qui rejoignent le tronc en une brasse indolente, je relâche les dernières tensions physiques et mentales et m'offre tout entier à la mer. Je coule, happé par les profondeurs. Je m'engouffre sans résistance et m'enivre du bonheur d'être libre, libre de voler dans la soie, libre de me laisser entraîner vers l'abîme, libre d'aller contre l'ordre établi. 40 mètres. En Méditerranée, les premiers mètres de la chute sont suivis par le franchissement de la frontière thermique étroite, séparant les eaux chaudes estivales des eaux profondes froides. La thermocline est un mur redouté par les apnéistes des zones tropicales qui, souvent, rebondissent dessus comme sur la paroi transparente d'une baie vitrée. Le mercure passe de 25 à 13 degrés en seulement quelques centimètres. C'est un frisson qui glace le corps et fige les émotions. J'aime atteindre ces profondeurs, là où la mer ôte son costume d'été et me dévoile son caractère. J'embrasse son étreinte et me plonge un peu plus profondément à l'intérieur. Il y a un contraste déroutant entre le cœur, qui ralentit encore mais se déploie avec vigueur et conviction à chacune de ses déflagrations, et le thorax qui s'efface, accablé par la masse d'eau. 70 mètres. Je glisse. La pression poursuit sa chevauchée. Je ne résiste pas. Résister, lutter, s'opposer, crispation mentale et musculaire s'invite naturellement à chaque confrontation avec une perturbation extérieure. Les muscles se contractent quand on est bousculé, la psyché est rongée à chaque contrariété. Dans nos quotidiens agités, nous subissons en permanence ces agressions et usons beaucoup d'énergie à nous battre aveuglément. Je n'ai pas d'autre choix que de laisser ces réflexes de la vie terrestre à la surface, si je veux que s'entr'ouvrent les portes des grands fonds, là où la lumière n'est plus qu'un voile qui irise la pénombre. Quelle résistance pourrais-je offrir face à la mer qui comprime ma constitution ? Je serais bien arrogant de la défier. Elle balayerait mes velléités d'une morsure au poumon et me renverrait chez moi à ruminer l'affront et cicatriser mes blessures. Alors je ne résiste pas, je ne lutte pas. Je ne m'oppose pas. J'accepte mon impuissance et sa toute-puissance. Je me délivre des ultimes tensions physiques et psychologiques et me faufile en son royaume. Accepter des événements ou des circonstances défavorables est un enseignement précieux ramené de mes voyages intérieurs. J'apprends à différencier un contexte sur lequel j'ai une prise potentielle que je peux améliorer par l'intention et l'action d'une situation figée. Je garde toute mon énergie pour changer l'un, je lâche prise sur l'autre. C'est une pratique de chaque instant que je suis encore loin d'avoir apprivoisée. Il m'a déjà fallu de nombreuses années pour la mettre en œuvre sous la mer, il me faudra probablement une vie pour la ramener pleinement sur terre. 100 mètres. Franchir les 100 mètres en apnée, c'est comme passer l'équateur à la voile. Ni rubalise, ni explosion, ni flash, pas même de bouleversements physiologiques et autres avertissements sensoriels. 3 caractères remplissent le cadran du profondimètre et gonflent l'orgueil. Ils cristallisent l'obsession du chiffre de notre civilisation moderne. Ils sont un repère symbolique du système métrique vieux de quelques siècles.
Jacques Mayol fut le premier humain à les atteindre en 1976, faisant voler en éclats les hypothèses des médecins et scientifiques sur cette limite censément indépassable. Ils sont une estampille arborée aujourd'hui fièrement par tous les apnéistes qui les ont atteints ou dépassés en palmant. Je fus le 4e homme à entrer dans le club en 2005. Les 3 chiffres n'arrêtent pas mon inexorable chute vers les abysses. La pression creuse un tel vide en moi que seul le relâchement total m'autorise à glisser quelques mètres plus bas, où je suis accueilli par une douce félicité qui m'enlace comme ma bien-aimée. 120 mètres. Lorsque tout en bas je m'arrête pour contempler, il y a autour de moi du bleu, rien que du bleu et ses nuances subtiles, partout à l'infini, sans aucune limite. Seul le câble tendu le long duquel j'ai cheminé et dont je viens d'atteindre l'extrémité, mon fil d'Ariane, mon dernier lien avec la surface et les miens, ceux qui veillent sur moi tout là-haut, vient trancher le décor monochrome. Je n'ai aucune envie de respirer malgré l'hostilité des lieux. Il fait froid, il fait sombre et la pression est considérable. Un sentiment de vulnérabilité s'impose avec évidence. Je ne suis qu'un amas de chair et d'os suspendu au bout de mon filin dans le ventre de la mer. Je n'ai que quelques dizaines de secondes d'autonomie avant que mes tissus ne hurlent leur soif d'air frais. Alors l'ego se dissout dans l'onde salée et toutes les considérations anthropocentrées de performance, compétition, record s'évanouissent. Ne subsiste que la conscience aiguisée d'être totalement présent. J'habite pleinement mon corps et perçois le temps qui ruisselle. La brièveté de l'instant en sublime l'intensité. Si je perds mon regard vers le bas, là où le câble a préféré ne pas s'aventurer, c'est le néant qui gît sous ma palme. Une quantité inconcevable de gouttes d'eau remplit l'espace, une infinité de créatures marines peuplent l'inconnu. La couche superficielle de la mer que j'explore et que j'appelle avec romantisme les abysses n'est que la zone photique coincée entre la surface et 200 mètres, là où la lumière qui pénètre encore permet la photosynthèse. Plus bas, la zone aphotique et ses poissons aux grands yeux qui règnent en maître, puis l'étage batial dans lequel se déroulent les combats acharnés entre cachalots et calmars géants, et au-delà, à plus de 4000 mètres, la véritable zone abyssale jusqu'au plancher océanique. Je n'ai finalement visité qu'un petit pourcentage de l'épaisseur maximale de l'océan. Je ne promène ma palme et mon inspiration que dans son épiderme. Je ne suis pas chez moi ici. Je reste un simple visiteur. Il est temps de repartir.